Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être présents. Je sais qu'il y a des problèmes de grève, mais ça se ressent puisqu'on n'a pas encore atteint le quart des personnes qui devaient être présentes ce soir. Nous devions être plus de 220 et actuellement on compte à peu près 50 ou 60 personnes présentes. Donc ça va venir petit à petit, on a demandé à ce qu'on fasse rentrer les gens au fur et à mesure. Je vais vous demander d'éteindre vos portables pour ceux qui les ont laissés allumés. Et ensuite, je vais commencer par remercier le Conseil économique et social et environnemental qui nous accueille dans ces magnifiques locaux, cet hémicycle, et remercier le ministre Jean-Paul Delevoye qui viendra vous dire un petit bonsoir tout à l'heure, accompagné de Christian Ledoux. Je remercie son équipe, bien sûr, Claire Bacot et toute l'équipe de l'événementiel Rebecca Thomasian. Et je remercie aussi notre ingénieur son qui est ici en haut, qui est là pour faire en sorte qu'on puisse tous bien entendre. Merci. Si vous voulez prendre la parole, on vous laissera du temps de parole. Je vous demande simplement, quand on vous présentera le micro, de bien le mettre à portée de la bouche. Ne vous occupez pas, il n'y a pas de bouton à tourner. Notre ingénieur son est là pour ça, c'est lui qui dirige tout. Et ne parlez pas sans micro, parce que cette conférence va être enregistrée, et donc ce sera intéressant d'avoir vos interventions aussi au cours de cette soirée. Au cours d'un voyage, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai rencontré un jeune haïtien dans un avion en rentrant d'Haïti, qui venait faire ses études, qui terminait ses études de philosophie, puisqu'il a atteint son Master 2. Et cette personne est derrière moi, il s'appelle Jean-Néhémie, ici présent, et on a commencé à se prendre un peu de tête parce qu'il voulait prendre ma place et moi je voulais prendre la sienne, et ça ne marchait pas comme ça. Et au cours de la soirée, on a commencé à entretenir un petit dialogue, et on s'est dit, et si on faisait, à force de discuter sur Haïti, de ce que je voyais, de ce qu'il connaissait, si on faisait une petite soirée pour dire à tous ces journalistes qui disent que Haïti est la damnée, ne se relèvera jamais, n'y arrivera jamais, elle est vouée à l'hégémonie, elle est vouée à rester là où elle est. Si on essayait de faire une conférence qui puisse parler de comment un peuple à terre, un peuple martyrisé, un peuple blessé, après un tremblement de terre terrible, comment un peuple à terre peut se relever. Et c'est notre ami Jean-Pascal Farge, qui est notre animateur de ce soir, qui nous a trouvé le titre. Alors on a décidé de le faire et puis c'est fait. Alors je vais vous présenter les intervenants qui sont ici présents. Il y avait 2 philosophes, Jean-Michel Liot, actuellement est aux urgences, et je vous prie de l'excuser, il a eu un doigt complètement écrasé entre 2 portes, et c'est pas évident, et donc il est de tout cœur avec nous, et je regrette qu'il soit pas là parce qu'il a écrit un livre très intéressant qui m'a beaucoup plu, qui parle de la France en panne d'envie. Et j'aurais voulu qu'il parle de l'envie d'un peuple à se redresser. Alors si vous le permettrez, j'essaierai de prendre un peu sa place tout à l'heure comme intervenant pour essayer de parler aussi de ce que j'ai pu voir comme envie auprès des jeunes haïtiens. Notre deuxième philosophe, c'est Jean-Pascal Farge. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà, Jean-Pascal Farge, philosophe, entrepreneur, écrivain, conférencier. Jean-Pascal Farge est un membre d'un comité d'éthique en hôpital et de l'association Cancer at Work. Il est auteur de nombreux ouvrages, Non, Monsieur Fukuyama, L'histoire n'est pas finie, Une fois par jour, Dialogue sur le bonheur, Proverbe à vivre, Épistolaire féminin. Il a écrit plusieurs livres conjugaisons. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Pascal lors d'une conférence qu'on a faite sur la PEO au mémorial de Caen. Merci Jean-Pascal d'être venu ce soir nous animer notre soirée. On a un ambassadeur qui est ici présent, c'est l'ambassadeur Didier Lebray, ici présent. Didier Lebray fut ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République d'Haïti à partir d'octobre 2009. Il a été, à l'époque du tremblement de terre, un ambassadeur reconnu par tout le monde en Haïti, car il a été, je dirais, le véritable maître d'œuvre de l'organisation des secours pour la population haïtienne. Son ambassade a été tour à tour un hôpital de campagne,
un cabinet de presse, un accueil de toutes les personnes qui passaient. Je lui en sais gré, parce que nos équipes qui étaient sur place ont même duré un peu plus longtemps qu'il le fallait pour dormir dans ses jardins et manger avec lui, et il a fait vraiment beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Il est depuis janvier 2013 le directeur du centre de crise du ministère français des Affaires étrangères, c'est-à-dire que c'est le monsieur qui s'occupe de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde entier pour gérer les crises, aussi bien des otages, aussi bien des interventions humanitaires, des conseils au président, etc. C'est un poste très important et donc il a été l'un des artisans opérationnels sur le terrain. À côté de lui, Jérémy Stone. Jérémy est un anglo-saxon, est un anglais. Il est un spécialiste à la fois de l'histoire des idées du management interculturel. Après une carrière universitaire de 25 ans en France et au Royaume-Uni, Oxford, Manchester, Paris-Dauphine, Université de Londres, Institut à Paris, il enseigne désormais l'histoire de l'avant-garde à Sciences Po Paris et le management interculturel du CELSA. Il travaille comme consultant chez Gantz Global Leadership Training, La Voix des Hommes et Pierce Smith Partners. Aujourd'hui, il s'intéresse tout particulièrement à la théorie des organisations, c'est-à-dire l'étude de la manière dont les individus construisent des structures, des processus et des pratiques organisationnelles qui, à leur tour, influent sur les relations sociales et agissent sur les comportements humains. Alors, Jérémy Stubbs, vous avez dans la salle un gars qui s'appelle Jean Hersault. Et Jean Hersault aime bien également tout ce travail qui est fait sur la structure, l'organisation. Il faudra se mettre en contact ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons appelé un jeune poète haïtien, je vous en parlais, Jean-Néhémie Pierre. Jean-Néhémie Pierre est un poète, comédien, percussionniste, il est né à Port-au-Prince, où il a fait son premier cycle d'études à l'École normale supérieure. Il vit depuis 2 ans à Paris, il vient de boucler un master de philosophie à l'Université Paris 8, un master 2. Il continue ses recherches en philosophie qui mène de front avec de nombreuses activités littéraires et artistiques. Il est délégué culturel de l'association Café Filoretti, que je salue ce soir, et qu'il a dirigé pendant 1 an. À sa droite, vous avez Jean-Jacques Seymour, qui est un journaliste éditorialiste. Jean-Jacques Seymour est un homme de radio et de télévision, spécialisé dans les dossiers de la Caraïbe, dont il a suivi à partir des années 70 le processus de décolonisation. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à cette région, les Caraïbes du Golo sur la mer, la Caraïbe face à la mondialisation, une obsession nommée Hugo, consacrée à Hugo Chavez, qu'il a connu personnellement. Le dernier voyage, etc. Il est un des rescapés des massacres de la rue El Vaillant et il est connu pour être un grand ami d'Haïti. Il anime le grand rendez-vous de midi sur Tropic FM à Paris et l'émission Ce que je crois sur OL5, la télévision des Outre-mer. Nous avons un grand témoin, Anne-Louise Messadieu, ici présente à côté de moi, qui sera le grand témoin de la Savaie, qui interviendra en fin de soirée, qui est de formation juridique, droit international européen Paris 5. Anne-Louise Messadieu travaille à l'ambassade d'Haïti. Elle est également conseillère municipale déléguée au Forum des Savoirs à l'action culturelle de Chaville. Chroniqueuse de radio très engagée dans l'aide humanitaire, elle est secrétaire à l'association Action pour Haïti, œuvrant auprès des enfants des rues. Elle est passionnée de philosophie, de questions politico-juridiques, de cinéma et de voyage. Merci à tous d'être présents et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, je sors de ma fosse pour admirer le savoir qui va se déverser sur nous de cette hauteur que j'imagine plutôt impressionnante. L'idée de ce soir n'est pas, probablement pas de rappeler ce qu'ont été le sort funeste qui s'abat sur Haïti de façon régulière. J'ai été très intéressé de lire à chaque fois les désastres climatiques qui arrivent dans ce pays. L'idée, c'est peut-être d'apprendre de ce peuple quelque chose. Quelque chose, on va chercher ensemble. Quelque chose, ce serait peut-être ces peuples qui sont
abattus régulièrement, soit par le climat, soit par l'envahissement, la colonisation et autres méfaits de ce genre, quelle énergie, peut-être individuelle, collective, qu'est-ce qui fait qu'en fait, au-delà de la survie, il y a quelque chose une énergie que j'appellerais une sorte d'humanité qui jaillit là à ce moment-là, et puisque ces peuples souffrent ce dont nous ne souffrons pas nous encore, eh bien, j'ai l'impression que c'est très enseignant, en tous les cas, c'est ce qu'on va chercher à savoir et à comprendre pour que ce qui arrive aux autres soit un enseignement pour nous. Et je vais donc interroger ces sachants. Je peux vous appeler comme ça? Ouais, ils font un peu la tête. Non, ça va, on va se décontacter, vous allez voir, ça va se passer. Là-dessus, vous voyez, c'est ça l'idée, c'est de chercher un peu ça. Et j'aurais une première série de questions à qui voudra bien y répondre. Et je vais commencer par monsieur Lemoret. Je prononce bien votre nom, monsieur? Je prononce bien votre nom? Merci. Est-ce que finalement, dans ce que vous avez connu, de ce que vous avez vu, est-ce que finalement, ce n'est pas finalement qu'un acte de survie qui se produit à un moment ou à un autre et que ces peuples se relèvent parce qu'on est à genoux que pour pleurer, en fond, et que, vous voyez, ma question c'est, est-ce qu'on va chercher, il y a quelque chose qui serait de cet ordre-là, ou il y a autre chose qui fait que des solidarités se créent, qui fait qu'il y ait de l'entraide qui se crée? Voilà, c'est un petit peu cette première question sur laquelle je vais vous entendre, monsieur. Alors, je vais répondre immédiatement. Moi, ce qui m'a frappé après le séisme, et au moment où les premiers journalistes ont pu débarquer et faire les premières images, c'est que, contrairement à ce à quoi tout le monde s'attendait, de l'incivilité, des violences, une espèce de chaos, d'ailleurs la réponse première à la crise a été paramétrée pour être un peu militaire, puisqu'on a vu débarquer des États-Unis avant même l'aide humanitaire, des renforts de contingents militaires. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'avais l'intuition que ça n'allait pas se passer comme ça. Et j'ai très vite dit aux journalistes qui sont venus vers moi, je leur ai dit, ne partez pas sur de mauvaises pistes, ne cherchez pas de scènes de pillage, ne cherchez rien d'extraordinaire. L'extraordinaire est en train de se dérouler sous vos yeux, simplement vous ne voulez pas voir. Et ce qui se passe sous vos yeux, c'est une nation qui encaisse un choc, une violence absolument inouïe, avec énormément de force, le terme à la mode aujourd'hui c'est de résilience, de dignité aussi, et qui a vraiment, je crois, puisé dans ses racines les plus profondes pour arriver à faire face. Alors très concrètement, c'était la capacité des gens à pouvoir recueillir leurs proches là où ils étaient tombés, sous des décombres ou ailleurs, à organiser, pardon d'être aussi trivial, mais dans ces moments-là, c'est la vie, c'est d'organiser le ramassage des corps en inventant soi-même une stratégie qui est peut-être propre à Haïti, ou peut-être que toute nation confrontée à ce genre d'événements réagit de même, où les corps étaient déposés au milieu des axes principaux, recouverts d'un lin blanc. Je ne sais pas d'où les gens arrivaient à trouver, mais en tout cas ils l'ont fait. Et le soir, des camions passaient, ramassaient les corps. De la même façon qu'on a vu des gens organiser les premiers départs, parce qu'il ne faut jamais oublier que la première réaction au séisme, ça a été un exode de la capitale. Et les gens sont partis où? Ni à Washington, ni à Paris, ni à Montréal, ils sont rentrés chez eux dans leur province. Vous avez plus d'un demi-million de personnes dont l'organisation a été prise en charge intégralement par les Haïtiens eux-mêmes, par les maires des petites communes dont ils étaient originaires, par des amis, par la fameuse solidarité que vous venez de mentionner. Les gens, dans le calme, ont fait la queue pour prendre tous les moyens de transport qui étaient disponibles, des bus qui venaient de partout de province, pour repartir, retourner dans leur région d'origine. Pourquoi ce retour m'a beaucoup intrigué? Parce que quelque part, dans un moment d'extrême dureté pour une nation, au fond, on retrouve inconsciemment pratiquement le chemin d'équilibre. Et Haïti, c'est d'abord une histoire de violence, mais c'est aussi une histoire de déséquilibre. De déséquilibre dans l'exercice du pouvoir, de déséquilibre entre la province et la capitale, et une histoire de violence. Mais paradoxalement, cette histoire de violence, la violence, elle est dès l'origine, l'acte de naissance
d'Haïti, 1804, c'est un acte de violence, c'est le massacre de la communauté française. La colonisation française a été également une forme de violence exercée sur un peuple, avec un type d'agriculture, d'exploitation qui, d'entrée de jeu, faisait de l'homme une machine, voire une bête de somme. Le blocus économique qu'on a imposé en Haïti, à partir de l'indépendance jusqu'en 1825, un cordon sanitaire qui a coupé Haïti d'entrée de jeu de toute capacité de pouvoir nouer des relations avec d'autres États, cette fameuse dette qu'on a imposée également aux Haïtiens, tout ça a eu un poids. Il ne s'agit pas de faire œuvre de pénitence, de contrition, il s'agit de constater la réalité d'une histoire qui a été une histoire violente. Les Haïtiens eux-mêmes, ensuite, quand ils ont eu le pouvoir, parce que ça fait plus de 200 ans qu'ils l'ont, le pouvoir, ont été violents vis-à-vis d'eux-mêmes, peut-être reproduit un système qui était le seul qu'ils connaissaient, celui de la colonie. Mais en tout cas, cette forme de violence, paradoxalement, elle a aussi constitué l'homme haïtien. C'est-à-dire que l'homme haïtien est capable, au moment de bascule, au moment clé, de trouver, ça sera un petit peu le sujet, j'imagine, de notre discussion tout au long de la soirée, de trouver ce ressort. Ce ressort qui fait que quand tout le monde pense que c'est fini, en réalité l'aventure ne fait que commencer. Et moi, enfin, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je ne veux pas qu'on oublie à travers cette histoire récente qu'il s'est passé quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Une fois encore, tous les pronostics après le séisme ont été déjoués. Le pays ne s'est pas effondré. Le pays qui a quand même perdu 130% de PIB en quelques secondes a réussi à repartir. La catastrophe humanitaire réelle, je veux dire, centaines de milliers de morts, de blessés, de gens qui ont perdu leurs proches, n'a pas paralysé le pays au point qu'il s'effondre, et dans un état qui était en plus structurellement fragile. Donc il y a quelque chose d'assez miraculeux qui s'est passé, et c'est vrai qu'il est de bon ton de ne parler que des trains qui déraillent ou qui n'arrivent pas à l'heure, et on en connaît quelque chose en ce moment. Il n'empêche que depuis 2 ans, ce pays connaît une croissance, 4,3 l'an dernier, un peu moins l'année d'avant, que pour la première fois depuis très longtemps dans son histoire, on a le sentiment, en dépit de toutes les vicissitudes politiques, de tout ce qu'on peut lire partout, qui est vrai, qui correspond à un vrai débat très dur, très âpre en Haïti, on investit, je crois, et j'espère profondément, dans la durée. On a investi dans l'éducation. Ça fait partie du choc salvateur de ce qui s'est passé au moment du séisme. Vous aviez 2 enfants sur 10 qui étaient scolarisés. Aujourd'hui, vous avez pratiquement la moitié des enfants. Alors peut-être que l'éducation n'est pas de qualité extraordinaire, mais il n'empêche que ça produira aussi des fruits dans l'avenir. Vous avez une vraie volonté de diversifier aujourd'hui l'économie de ce pays, d'ouvrir les provinces aux investissements. Vous avez toute une série d'investissements qui ont été extraordinairement déficitaires dans le passé, la volonté aussi de construire un État qui puisse à terme prendre en main y compris les aspects les plus régaliens d'un État, à savoir sa sécurité. En 2004, vous aviez 6 000 policiers, aujourd'hui ils sont plus de 10 000. Donc quand on prend le temps de regarder les choses avec un peu de recul, on s'aperçoit que les choses avancent. Mais bien sûr qu'elles n'avancent jamais au rythme qu'on souhaiterait, mais néanmoins, je crois qu'on y reviendra si vous le souhaitez, il y a beaucoup de raisons aujourd'hui d'espérer, et l'apprentissage, je crois, du développement, c'est d'abord et avant tout une affaire de temps, une affaire qui permet aux hommes, à un moment, de se retourner, de se dire, tiens, depuis 2006, élection d'un président de manière démocratique, depuis le moment où on a échappé à une période de quasi-guerre civile jusqu'à aujourd'hui, 2014, on est dans la 8e année de relative paix civile. Et croyez-moi, dans l'histoire d'Haïti, il n'y a pas eu une période si longue que ça, 10 années de paix, 10 années de tentative de mettre en marche quelque chose sans que ça sombre dans la folie et dans l'excès, c'est pas si courant. Donc je crois que c'est foncièrement une raison d'espérer.
à la réflexion de M. Lebret, sauf que je me permets de... Bon, c'est comme un point d'honneur, hein, vous savez, en Haïti, on attache un certain point d'honneur à ne pas laisser dire que la révolution haïtienne serait vécue comme de la violence foncière, et comme un massacre, tout simplement. C'est-à-dire l'idée que Haïti soit une histoire de violence et de déséquilibre, et que ça partirait depuis la Révolution française, qui serait une violence native d'une nation qui est condamnée à être violente, c'est aussi l'idée que nous combattons et à quoi nous mettons un point d'honneur à refuser tout bonnement. Bien entendu, M. Lebret, comme vous venez de le voir, n'a pas du tout l'intention de porter un point de vue très noir sur la situation d'Haïti. Au contraire, il a raison de souligner que ces derniers temps, la volonté est manifeste de s'en sortir de tous les points de vue, et qu'il y a, quand je me suis préparé à le dire, beaucoup d'initiatives. Mais sur ce point-là précisément, je voulais, une espèce de croyante comme vous, pour De Gaulle, ou pour plus loin pour la Révolution française, une espèce de croyante dans le mythe fondateur qui effectivement fait partie des choses qui motivent à avancer. Voilà. Si, Joël. Non, je partage très bien ce que vient de dire et Jean-Méry et Didier Lebret. Je pense que effectivement, c'est un peuple qui est vraiment en renaissance actuellement depuis 8 ans, comme vient de le dire Didier Lebret. Il y a une certaine paix qui s'instaure dans le pays et on sent qu'il y a vraiment des initiatives qui sont prises un peu partout. J'ai été très surpris quand il y a eu, par exemple, on a parlé d'exode, des populations qui sont parties du côté des abricots, avec un maire qui s'appelait M. Clignolet. D'ailleurs, Didier est venu faire une opération avec des jeunes. Et des jeunes qui avaient envie de faire quelque chose pour dire, on dit qu'il n'y a plus d'arbres, etc. On va faire une opération pour replanter les arbres. Et donc c'est un jeune de 20 ans qui a décidé de travailler avec des élèves. On a travaillé ensemble pour qu'ils puissent cultiver 5000 à 6000 cacaotiers. Et il y a eu une grosse opération qui a été faite pour replanter, et ça a mobilisé les gens avec une volonté de faire quelque chose. On le voit du côté des Vérettes, au centre d'Haïti, un peu au nord de Port-au-Prince. Il y a eu le départ du choléra. On a vu qu'il y avait une mobilisation qui est faite un peu partout, avec bien sûr les ONG locales, mais surtout aussi les gens qui se sont pris en main pour faire monter des points partout de sensibilisation, pour essayer de soigner les gens, pour essayer par tous les moyens de faire quelque chose. Nous, on avait décidé par exemple d'alimenter une dizaine de villages aux Vérettes, et on a dit à la population, ok, on veut faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes prêts à nous aider? On a senti vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais insister sur cette envie qu'a la population d'essayer de s'en sortir. On travaille avec une association, je vous donne un exemple quand même qui est incroyable, qu'on ne pourrait jamais voir ici. Une association avec laquelle on travaille, Eno, son président, et le GDR, c'est cette association, s'occupe, ça s'appelle le groupement de renforcement local sur le développement rural. Et ils ont décidé, parce qu'ils gagnaient bien leur vie, c'était des ingénieurs, d'aider un peu les gens pour s'occuper des écoles et de payer un peu les enfants à aller à l'école. C'est déjà quelque chose de très généreux. Je prends un peu de mon argent et j'aide des enfants pour pouvoir assister à l'école. Et après le séisme, on travaillait sur le dossier d'eau pour alimenter les Vérettes. Et je lui téléphone, je lui dis, écoute, Eno, j'attends toujours les éléments pour ça. Il me dit, je te les envoie, je te les envoie. Je lui dis, est-ce que tu as un petit problème? Il me dit, non, je vais te les envoyer. Alors, je sentais que c'était... Il me dit, excuse-moi, mais je viens d'enterrer ma femme et mon enfant cet après-midi. Et il me l'a dit comme ça, quoi. Il venait d'enterrer sa femme et son enfant qui était mort suite au séisme. Et il me dit, mais t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Et 2 jours après, j'ai des éléments. Mais il ne s'est pas plaint à un seul instant. Il savait que pour lui, c'était important de redémarrer, de repartir, etc. Et je crois qu'il n'y a pas une famille en Haïti qui a été touchée, qui n'ait pas été touchée par les séismes. Et je crois qu'ils ont tous eu cette volonté. Alors quand on dit qu'on ne fait rien en Haïti, c'est pas vrai. Déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ramasser les ordures, ramasser les détritus, retirer déjà tout ça, mais c'est un travail colossal. On ne peut pas s'imaginer ce que ça représente.
il y en avait partout, tout était écroulé. Vous imaginez, après un bombardement, ce que vous voyez à la télévision, pareil. Eh bien, c'est déjà un énorme travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, mais je pense que chacun a une petite vision de ce qu'il veut construire et il a cette envie pour le faire. C'est dommage parce que ça ne répond pas à ma question. Je ne vais pas vous insulter d'emblée parce qu'on n'est pas assez, mais ma question était, parce que vous nous avez expliqué que les gens se sont mis debout en fait, c'est ça que vous avez, ils ont envie donc ils sont vivants. Ma question c'est quel est le ressort de ça? Vous avez fait l'allusion, M. Lebret, aux racines profondes, vous avez utilisé ce mot-là. Vous avez parlé de ressort aussi. Moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi, alors c'est dans la culture, vous avez parlé de racines profondes, c'est quoi? C'est la culture, c'est la religion, c'est qu'est-ce qui fait peuple en Haïti et qui ne ferait pas peuple ailleurs? Parce que, Joël, vous avez une phrase où vous avez dit on ne trouverait pas ça ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, il y a peut-être Jérémy qui veut peut-être parler, ou Jean-Jacques Seymour qui veut peut-être parler. Oui, Jean-Jacques. oui. Non, ce que je voulais dire, moi, quand j'ai vu ce séisme le 10 janvier, je me suis posé la question, est-ce qu'il est possible de se relever à chaque fois qu'on tombe? Et parce que c'est ça qui est arrivé au peuple haïtien ce jour-là. Un peuple qui a connu une liste de calamités absolument longue, une série de coups d'État à répétition et damnature non plus, de la part de beaucoup gâtés. Donc c'est un peuple qui, dans sa vie même, j'allais dire presque dans sa vie quotidienne, est un peu tout touché par tout cela. Mais il ne faut pas oublier quelque chose qui est extrêmement important, je crois que mon voisin y a fait allusion tout à l'heure. Il est vrai que depuis 1804, Haïti, à chaque fois, sort de l'oubli, à chaque revers de l'histoire. Pourquoi? Moi, je crois qu'il faut plonger dans l'âme insulaire de ce peuple qui, autrefois, il faut le dire, a chassé par la force les armées françaises et est devenue la première république noire de l'histoire, a proclamé son indépendance. Et cette âme est évidemment pétrie de vaudou. Je crois que c'est vous-même qui parlez. Est-ce que c'est la religion quelque part? Elle est pétrie de vaudou. Abstraction, bien sûr, faite des clichés qui sont très souvent véhiculés par cinéma hollywoodien ou autre. Voilà peut-être une explication. Vous parlez de l'âme du peuple et donc de la tradition vaudou, c'est ça? Absolument. D'accord. Jean-Denis? Moi-même, je suis percussionniste vaudou, donc je ne suis pas très bien placé pour en parler, c'est pas le du tout. Donc sur la question de vaudou, je me permets de passer mon tour. Sauf que juste avant de passer la parole à Jérémy Storm, je voulais essayer justement de répondre à la question qui est de savoir qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui peut être propre à Haïti, comme étant un peu plus résilient entre guillemets que d'autres. Bon, nous aurions dû avoir comme invité justement Joël Keg, le monsieur qui a beaucoup théorisé la question de la résilience, n'est-ce pas? Bon, nous n'avions pas pu l'avoir. Boris Cyrulnik. Oui, c'est Cyrulnik, évidemment. Nous n'avions pas pu l'avoir. Pour ma part, et très sincèrement, je n'ai jamais pensé que le peuple haïtien en tant que tel serait plus résilient et pour une quelconque raison que ce soit que d'autres peuples. C'est-à-dire, les circonstances étant ce qu'elles sont, et les hommes en général sont doués de cette capacité de se remettre par rapport à tout un ensemble d'éléments qui peuvent varier d'un peuple à un autre. Mais je pense que ce serait dans la question avec un certain essentialisme qui peut dériver vers tout ce qu'on essaie de combattre, que de penser qu'il y a quelque chose de propre haïtien, une sorte d'haïtianité de la résilience. Vous voyez, et évidemment, les situations sont dures et les gens s'en sortent. J'en ai vu, bon, moi, ça fait seulement un an et demi que je vis en France, c'est un peu près 2 ans, donc j'ai le goût d'Haïti dans la bouche. J'y étais là il n'y a même pas un mois. Et je sais ce que c'est, que je sais effectivement que les gens se battent au quotidien et arrivent à surmonter des difficultés extraordinaires. C'est-à-dire tout ce qui est idée de sécurité, société de 100% sûreté, ce n'est pas comme ça qu'on appréhende le monde. Sauf que ce n'est pas une question de penser qu'il y a une essentialité haïtienne de la résilience. Vous auriez été dans des situations, quand il y a un otage français par exemple, dans un pays où je ne sais pas où, il résiste. Jérémy? Vous
m'entendez? Oui, Bien. très bien. Excusez-moi, j'ai un rhume et je ne m'entends pas. Mais ce n'est peut-être pas important. Nous avons entendu des témoignages. Jérémy, je lui demandais juste, je voudrais saluer la présence du ministre Jean-Paul Delevoye qui nous accueille. Je vous remercie vivement, cher ministre, de monsieur le ministre d'être venu ici sans tout le temps. Merci. Merci, monsieur le ministre. Oui, nous avons entendu des témoignages émouvants en direct qui font, on peut dire, de beaux récits. Et je pense que c'est déjà une clé pour s'en sortir. Je me permettrai pour le moment de rebondir sur ce mot de résilience. Et quand je réfléchissais hier soir, autour de minuit, devant la flamme d'une chandelle, tout seul, sur cet entretien, ce débat, je me disais, on va prononcer le mot de résilience. Et qui est-ce qui va le prononcer le premier? Il ne faut pas que ce soit moi. Eh bien, l'honneur revient, monsieur l'ambassadeur, je m'en félicite. C'est un mot important. Et comme tu l'as dit, Jean-Pascal, ce mot et ce concept ont été vulgarisés au sens noble du terme en France par Boris Cyrulnik. Le terme est fortement associé à la psychothérapie. Mais c'est un terme intéressant, même s'il commence à devenir peut-être un peu éculé. Je pense qu'il y a un vrai sens à approfondir. L'origine du mot, c'est un mot qu'on a utilisé en anglais d'abord. L'origine du mot, c'est un mot plutôt en physique. Ce qui est résilient, c'est une substance qui est capable de reprendre la même forme après un impact. Je suppose que le caoutchouc est résilient. Et par métaphore, on a appliqué cette idée à des gens qui ont subi, et c'est l'autre mot-clé avec résilience, qui ont subi un trauma. Eh bien, nous sommes dans la ville qui a inventé aussi le mot de trauma, qui vient du grec pour blessure. Et une blessure, c'est vraiment un impact physique. Mais au XIXe siècle, juste de l'autre côté de Paris, à Salpêtrière, celui, excusez-moi le terme, celui qu'on nommait le Napoléon de la médecine, Charcot, a utilisé ce terme de trauma pour qualifier un choc plutôt psychique. Et on en parlait beaucoup à l'époque parce qu'il y avait des accidents de chemin de fer. Et les gens, après les accidents de chemin de fer, on trouvait qu'ils avaient à la fois des blessures physiques, mais aussi des sortes de blessures morales, des chocs, des souvenirs, de mauvais souvenirs qui revenaient. Ce n'est pas pour rien qu'un certain Sigmund Freud est venu passer 1 an à Paris pour étudier avec Charcot. C'est un peu le début de l'histoire. Donc, sur le plan psychologique, est résilient celui qui encaisse, je pense que c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, qui encaisse ces chocs traumatiques sur le psychisme. Et il s'agit, on nous avait appris, il s'agit d'être un peu caoutchouteux sur le plan mental, pour résister, pour rebondir. J'ai remarqué dans l'usage anglais qu'il y a un glissement intéressant récemment dans le langage humanitaire et des secouristes. On commence à utiliser le mot de résilience pour qualifier non pas le moral d'un peuple, mais l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire l'aspect physique de la société. Est-ce que l'infrastructure est résiliente? Et nous avons entendu des choses très importantes sur l'infrastructure, la reconstruction de l'infrastructure, ici déjà. Il ne faut jamais oublier que cette reconstruction de l'infrastructure est liée aussi à une reconstruction sociale, quelque chose de moins tangible peut-être. Et je vous laisse juste avec cette idée que le problème avec la métaphore de résilience, c'est que normalement c'est une qualité des substances. C'est une qualité des substances. Le caoutchouc
est résilient, le verre, vous l'aurez découvert, ne l'est pas trop. Et je pense que Jean-Denis a dit tout à l'heure, le peuple haïtien n'est pas nécessairement résilient en soi. Non, parce que sur le plan psychologique, la résilience, ce n'est pas une qualité avec laquelle on est né ou on n'est pas né. C'est un processus. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est quelque chose qu'on peut identifier chez les autres et imiter. C'est quelque chose qu'on peut volontairement construire. Et c'est ce genre de leçon-là, je pense, Jean-Pascal, que tu cherches un peu ce soir, si je ne me trompe pas. Non, tu t'es pas trompé, je te remercie. On a enfin répondu à la question que j'avais posée, je vous remercie. Mesdames et messieurs, il y a des questions dans la salle, je vais monter vers vous et je vais vous donner le micro. Jean Hersot, alors je suis le fameux scientifique dont parlait Joël. Je vous ai écouté et j'ai senti dans vos propos aborder la surprise de l'occidental se retrouvant en Haïti, qu'il soit journaliste, secouriste, etc., face au comportement des Haïtiens vis-à-vis de cette catastrophe et vis-à-vis de la mort. C'est ce que mon ami Joël a traduit aussi lorsque cet Haïtien lui a téléphoné aussitôt après avoir enterré sa femme et sa fille. Je crois que la chose la plus importante en Haïti, c'est le modèle haïtien. L'occidental observe la nature. Il observe la nature et, par des voies scientifiques, il espère comprendre la nature. Il essaye de comprendre la nature. En Haïti, il n'y a pas qu'en Haïti, chez les peuples qui sont des peuples africains ou polynésiens, l'être humain naît de la nature et dans la nature. Ça veut dire qu'il fait partie de la nature. Et ce qui lui arrive, c'est simplement un problème interactif vis-à-vis de la nature, avec la nature. Mais comme il est toujours en dialogue avec la nature, que la vie et la mort sont des dialogues avec la nature, il ne se pose pas du tout les mêmes questions que le journaliste ou que le secouriste. Il a la capacité de résilience, par exemple. La capacité de résilience vient exclusivement de cette dynamique interne au sein de la nature dans les campagnes haïtiennes. Alors il est évident qu'au centre de Port-au-Prince, le contact avec la nature est minime, quoique. Et quand, à la suite du tremblement de terre, il est évident que les gens ont recherché le contact avec la nature, ont cherché à se remettre dans le bain de la nature. Alors ça me paraît fondamental parce que c'est quelque chose qui est permanent chez eux et qu'il faut bien prendre en considération pour comprendre à la fois la dynamique interne de ce peuple, ses aspirations, la façon dont il peut s'approprier ce que l'extérieur de cette île peut lui apporter, surtout après le tremblement de terre, s'approprier des vivres, s'approprier des matériaux, s'approprier, etc. Mais il faut faire attention, c'est qu'il va s'approprier ces vivres et ces matériaux avec son propre modèle et non pas le modèle occidental. Et c'est un modèle qu'il faut
faut savoir respecter et qu'il faut absolument respecter. Plus tard, le PIB est toujours de 1000 $ par habitant, alors qu'en République dominicaine, il a été multiplié par 7, voire par 8, parce qu'entre-temps, il y a eu un accroissement démographique, il y a eu toute une série de lames de fond de l'urbanisation. Tout ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'intellectuels haïtiens qui l'appréhendent de manière tout à fait rationnelle et qui ont envie aujourd'hui d'entrer, si tant est qu'ils n'y étaient pas, dans une approche aussi rationnelle que possible. Et juste pour un point qui me paraît essentiel aussi. Si on compare ce qui s'est passé récemment aux Philippines, ce qui s'est passé en Haïti, c'est pas de même nature, mais néanmoins la catastrophe était majeure. Vous avez aussi des dizaines de milliers de gens qui se sont retrouvés sans toit, sans rien. 3 mois après, vous pouvez chercher sur Internet des traces de ce qui s'est passé sur le plan humanitaire international. Vous n'en trouverez pas. Les autorités philippines se sont débrouillées pour que, de nouveau, on ne parle plus de leur pays que d'un pays en essor, un pays économiquement viable, une terre de tourisme, etc. Et est-ce que quiconque a trouvé à redire? Personne, ça a paru parfaitement naturel, de la même façon qu'après le tsunami, quand les autorités thaïlandaises ont refusé qu'on annule leurs dettes parce qu'ils partaient du principe que, même avec les meilleures intentions du monde, on fait parfois, pardon-moi l'expression, les pires conneries, ils sont partis du principe que les marchés, c'était encore ce qu'il y avait de mieux pour refinancer leur économie et ne pas se mettre dans un coin. De la même façon, Haïti ne doit pas être appréhendé uniquement en termes d'assistance. Ce regard, une fois encore, que l'on porte sur ces pays est un regard qui enferme les gens qu'on souhaite aider dans une posture qui est mortifère. Parce que le développement, c'est précisément un moment d'avoir conscience de ses propres ressorts, et je sais que le peuple haïtien en a, et de pouvoir se projeter. Et pardon, l'haïtien n'est pas juste une personne qui se dit il n'y a pas de lendemain. Ils rêvent tous, comme nous, de lendemain, et beaucoup y travaillent. Donc par pitié, n'enfermons pas cette nation qui a bien d'autres qualités dans une espèce d'image un peu condescendante d'un peuple qui attendrait tout de je ne sais pas tout, de Dieu ou des bailleurs de fonds. Ça n'est pas vrai. Peut-être à ce moment du débat, je vais me casser la figure. Peut-être à ce moment du débat, il faudrait lever une confusion. Quand j'écoute monsieur tout à l'heure qui parlait du rapport de l'haïtien avec la nature, que vous avez constaté ailleurs, parce que j'ai entendu bien, c'est un aspect culturel dont on parle. C'est pas un aspect naturel, c'est un aspect culturel dont on parle. Donc, il ne faut pas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en fait, il ne faut pas, je crois que si je cherche moi des explications, je suis le candidat de base, vous l'avez constaté, je cherche des explications. Et dans cette explication, il y a, je l'ai entendu chez nous, je l'ai entendu chez M. Zemmour, j'ai entendu, il y a une structure culturelle qui permet de... Donc, moi, je ne l'ai pas entendu comme vous, monsieur, je n'ai pas entendu que je parlais avec Thomas. D'ailleurs, j'ai essayé, il ne me répond pas, et j'ai un doute, pour tout vous dire. Mais il y a, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quel est le rapport j'ai au monde, comment j'habite le monde, pour reprendre une expression grecque, comment j'habite le monde. Et les réponses me semblent dans ce que vous venez de dire les uns et les autres, ça ne semble pas s'opposer. Je fasse à vous. Joseph Buffard, ce que j'ai salué d'ailleurs. Je voudrais dire, je suis dans une situation bien délicate ici parce que bon, je suis haïtien, je suis né, j'ai grandi en Haïti. Et là, je vis en France, bon, pour les raisons d'études. J'entends parler d'Haïti en Haïti et à l'extérieur d'Haïti, comme si c'était une sorte d'objet de pensée unique. Et bon, j'ai préparé un petit mot, hein, vous savez, tout à fait académiquement, j'ai pris des notes, mais bon, j'ai pas encore l'occasion de lire mon mot. J'espère que l'occasion ne viendra plus, vu qu'on est parti sur autre chose. Et ce que j'ai voulu dire, c'est tout simplement que il y a une variété d'initiatives, il se passe beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, un pays, l'Haïti comme l'autre, n'est pas une sorte d'objet de pensée qu'on peut fixer suivant un déterminant, l'haïtien, le cubain ou le français, il est comme ci ou comme ça. Alors, ça me rejoint non seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça me met en prudence par rapport à toute considération qui peuvent être de très bonne foi sur le si Dieu veut les Haïtiens, de certains Haïtiens. Bon, moi je suis haïtien, je ne dis jamais le si Dieu veut. Bon, c'est-à-dire Dieu il veut ce qu'il veut, mais moi je veux ce que je veux aussi. Je ne veux pas, enfin, et c'est là aussi que je remercie Didier Lebret de sa dernière intervention. Je ne voudrais pas que les gens se disent que, parce que ça déjà, on est mal parti. Si on se dit qu'on va porter une considération générale et que cette considération générale
va définitivement prendre pied, on est mal parti, le monde n'est plus du tout comme ça. Hein. Écoutez, les grandes technologies d'information sont partout, les gens lisent des livres, moi dans mon milieu j'ai des amis haïtiens qui lisent énormément, j'en ai d'autres qui savent à peine lire, dont ma mère, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses à la fois. Je vous en supplierai tout simplement de venir dans cette soirée que c'est comme pour beaucoup de pays, sauf avec peut-être des difficultés économiques plus accrues, pour des raisons internationales et nationales que l'on comprend très bien. Il ne faut pas rester dans l'idée qu'il y a une dénomination commune pour tout ce qui serait haïtien. Voilà. Présidente de l'association Haïti Futur, qui met en place justement en Haïti de l'enseignement à partir des tableaux numériques, à partir des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et j'interviens surtout dans les milieux ruraux et urbains aussi. Et je salue l'ambassadeur Lebré, Didier Lebré, parce que qui nous a vraiment accompagnés de façon digne dans cette démarche. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de personnes comme lui. Ça ne m'étonne pas sa réponse à justement votre intervention, monsieur, parce que actuellement, malheureusement, nous n'avons pas, je redis, nous n'avons pas de personnes comme lui, sachant qu'il n'y a pas l'haïtien comme objet d'étude, il y a des haïtiens, comme il n'y a pas le français, il y a des français. Donc moi, je suis très choquée d'entendre encore dans cette enceinte, nous sommes en France, d'entendre encore des personnes parler de l'haïtien qui serait justement, qui n'aurait qu'un rapport avec la nature, avec les oiseaux. Aujourd'hui, je mets en place des tableaux numériques, les mêmes qui sont mis ou qui ne sont pas mis ici dans des écoles françaises. Je vois les petits-enfants de la montagne de Jacmel, de Campérin, des abricots, réagir sur les cours de sciences expérimentales, réfléchir. C'est vrai qu'on est un pays très mal géré, un pays appauvri au lieu de pays pauvre. Donc aujourd'hui, le système éducatif haïtien est au plus bas, mais je vous assure, quand on met un tableau numérique, quand on met des cours bien développés, le cerveau de tout petit haïtien n'est pas différent du cerveau du petit japonais, ou du petit coréen, ou du petit français, ou du petit américain. Eh bien, il réagit, et il est même, je crois, je devance même, il est même dans les conditions dans lesquelles il vit, il est même beaucoup plus avancé que le cerveau du petit français, qui retrouve à manger, qui retrouve toute une considération au niveau familial, au niveau social, au niveau de la santé. Moi, ce que je vois que les petits haïtiens font avec les cours que l'on développe, monsieur l'ambassadeur Lebré a déjà vu, a assisté à certains cours numériques, quand les cours sont bien formés, les enseignants sont bien formés, les cours sont bien conçus, et bien le petit haïtien fait des merveilles. Donc je refuse catégoriquement qu'on initie, qu'on assimile l'haïtien comme tout autre peuple à des petits oiseaux, des petits objets de laboratoire. Et je regrette que ça soit un scientifique, quelqu'un qui soit responsable scientifique en Haïti pendant 4 ans, qui parle comme ça d'Haïti. Et il y en a beaucoup de gens comme vous, monsieur, parce que quand j'ai commencé à mettre ce programme en place, eh bien, il y a justement une Française qui est aussi conseillère auprès de l'Éducation nationale en Haïti, qui a dit 2 choses. Premièrement, les petits haïtiens n'étaient pas capables de suivre un programme comme ça. Deuxièmement, une haïtienne ne peut pas diriger un programme comme ça. Et elle a demandé à mon mari qui est français, je peux vous apprendre. Et moi, je suis spécialiste en éducation. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui croient. Alors, vous venez de me donner une réponse, justement, aux questions que je pose dans mes relations avec la coopération internationale et spécialement la coopération française. Et je salue encore M. Lebré parce qu'il a tout compris. Il a compris que l'haïtien avait le même cerveau que tous les autres peuples et qu'on était capable de grandes choses. Moi, j'ai étudié, j'ai étudié dans beaucoup de pays, j'ai fait un programme qui a été reconnu et sélectionné parmi 75 pays du monde, parmi 500 dossiers présentés aux États-Unis et partout. Et je crois que j'ai le même cerveau du petit haïtien, j'ai vécu un milieu rural, de parents qui ne savaient ni lire ni écrire, et aujourd'hui j'enseigne dans les universités françaises, et je crois que je suis une bonne enseignante. Donc je défends quiconque me parler de l'haïtien en ces termes. Merci. Je n'avais pas mon champ Haïti.
Et en 2008-2009, à la suite des ouragans Jeanne, Ike, mon député maire Jean-Jacques Guillet a sollicité Joël Keg. Aussi, nous nous sommes mobilisés pendant un mois à Chalil pour collecter des fonds pour œuvrer pour Haïti. Et depuis 2009, Joël Keg et AMAP ne cessent de travailler pour Haïti par des actions, je dirais, concrètes. J'en profite également pour saluer la présence du directeur de cabinet de M. le maire ici présent. Que dire? Beaucoup de choses ont été dites ce soir. Comment un peuple, la terre, se relève. J'aurais tendance à dire, Haïti, cher monsieur, Jean, si j'ai bien compris, a une histoire étroite avec la France. Vous le savez, comme vous êtes resté plus de 4 ans en Haïti, c'est le seul pays francophone de la Caraïbe. Haïti et la France, c'est une culture, c'est une richesse, ce sont des liens communs. Le peuple haïtien, nous avons parlé de religion, nous avons parlé de foi. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est vrai, que le peuple haïtien a une foi. La foi qui puise dans l'au-delà, ça peut être autour du vaudou, ça peut être le christianisme. L'haïtien a besoin de croire en quelque chose. Ce n'est pas forcément dans l'art, dans la nature. Nous sommes étroitement dans la nature. Quasiment que l'homme soit la nature, nous sommes étroitement liés. Haïti se relève, les Haïtiens se relèvent, Didier Lebrun l'a dit. Il y a une solidarité entre le peuple haïtien qui ne peut pas s'expliquer. Au-delà de la misère, au-delà de l'image négative qu'Haïti jouit, image négative qu'elle jouit à cause d'une méconnaissance y compris des Haïtiens de l'extérieur, parce que beaucoup d'Haïtiens, je dirais dans moi-même avant il y a quelques dizaines d'années, j'ignorais l'histoire d'Haïti, j'ignorais la beauté, la richesse, les merveilles culturelles d'Haïti. Donc oui, beaucoup de choses existent, Didier le rappelle, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que j'ai constaté depuis peu que je suis à l'ambassade d'Haïti, depuis peu que je m'intéresse, je dirais, concrètement à Haïti, je vois depuis que le tremblement de terre, que le gouvernement haïtien s'acharne et essaye de faire les choses. Comment dire, 2010-2014, ça ne fait que 4 ans. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire. Et un gouvernement aussi dynamique, aussi compétent soit-il, ne pourra pas relever Haïti de ses cendres en 4 ans. Nous sommes en 2014, 1914-2014, centenaire de la guerre. La France, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à faire.